Alors, bonjour autour de la planète. Bonjour. C'est donc l'équipe de Tam Tam Canada. Pour le moment, 3 personnes ici devant moi, une quatrième qui fait office de maître de cérémonie. Mais il y aura 2 autres invités mystères qui vont se glisser à travers notre émission aujourd'hui. Je révèle au moins ce secret. Je pourrais en dire plus, mais non, je ne suis pas payé pour ça. Alors, autour de la table, Paloma Martinez, bonjour. Bonjour Stéphane. Qui était avec moi durant une bonne partie de la semaine à l'équipe française. Oui. On a aussi Marie-Claude Simard, qui est notre webmestre ici à RCI, Radio-Canada International Service Français. Bonjour. Et Service Latino, c'est mon ami, mon copain, mon compagnon d'armes, Leonardo Gimeno. Bonjour, Leonardo. Bonjour, messieurs, ça va bien? Vous aviez, comme on dit au Québec, le caquet un peu bas ce matin. Non, c'est normal. C'est vendredi, hein? Oui, c'est vendredi, c'est ça. Je pense qu'on arrive à vendredi avec pas trop d'essence, mais c'est bien, c'est correct. Mais avec un peu de jus. OK. Alors, mettez le gaz un peu. Là. On veut que vous puissiez nous chanter une chanson mexicaine. Wow! En connaissez-vous une? Las mañanitas. Estas son las mañanitas. Que cantaba Allez, on el vous rey entend. David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi gente, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Oh, c'est beau. C'est fantastique, on les applaudit. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est le Mexique. Levez la main si vous êtes né au Mexique à un moment donné de votre vie. Vous? Je pense que dans un moment de ma vie, oui. Je ne sais pas si Oui, la dernière. un ancêtre. Ouais, C'est possible. Il y en a trop de Mexicains. Mais vous êtes né au Mexique il y a de cela au moins 22 ans. 22 ans. Et c'est gentil. C'est gentil, Mais merci oui. Stéphane. Mais vous êtes notre pilier aujourd'hui à l'émission, puisque nous allons parler du Mexique, Destination Mexique à l'émission. Pas seulement pour parler des choses économiques, il y a l'accord de libre-échange qui se renégocie présentement avec l'oncle Tom, l'oncle Donald, voilà. Et ça va pas très bien. Non, ça va pas très bien. Mais on va garder ça pour plus tard à l'émission. Je voulais vous poser ma première question. Remuez-vous les méninges. Ça porte sur le Mexique. Combien de milliers de Canadiens, on commence par le petit bout de la lorgnette, se rendent au Mexique à tous les ans par affaires ou pour se divertir sur les plages du Mexique? Combien de milliers de Canadiens le font chaque année? On est 36 millions de Canadiens en ce moment. Vous avez toujours les bonnes réponses. On va commencer par Leonardo. 1 million de personnes. 1 million! Ouais. Non, c'est pas trop mal, ça. Mais je vais vous demander le nombre de milliers. Là, ça veut combien de millions, ça, un millier? C'est 10 milliers. On était très forts en maths, tous, à l'école. Alors, combien de millions, Marie-Claude? Moi, je dirais 500 000. 500 000? 500 000 millions. Non, pas millions. Moi, je ne sais pas avec les chiffres. On ne mélange pas avec les zéros et tout ça. On ne parle pas de pesos ici, on parle de dollars canadiens. Alors, est-ce que c'est le pesos au Mexique? Oui. Oui, je pose des questions. Je vais vous poser plein de questions bêtes D'accord. aujourd'hui. Aucune réponse n'est mauvaise. Non. Toutes les questions sont stupides. Les questions ne sont... Non. C'est mes questions. J'ai bien le droit de le dire. Alors, vous avez la réponse. Combien de millions de Canadiens? 2 millions. 2 millions, c'est la bonne réponse. Fantastique. Vous gagnez donc le prix de l'insolence aujourd'hui. Et, on parle de ça parce que moi, je connais rien du Mexique. Je vous le dis, en général, j'apporte des sujets à l'émission, je connais tout. Aujourd'hui, je connais absolument rien. Sinon, que je perçois quand même des problèmes au Mexique. Si j'allais au Mexique, la première question que je me poserais comme touriste, c'est éloigne-toi pas trop des centres touristiques comme Acapulco et compagnie, parce que tu cours des risques. Est-ce que j'aurais raison ou pas? Le Mexique, c'est un pays qui est devenu, dans les dernières années, un peu plus dangereux qu'il ne l'a déjà été par le passé. On parle des violences qui est liées au narcotrafic, au trafic de drogue. On parle des violences liées à la pauvreté. Donc, je vous dirais qu'il y a une crise en lien avec la violence au Mexique, effectivement. D'accord. Mais pas partout. Pas partout. Mais je pense que c'est la même chose dans n'importe quel pays en développement. Hein. Je parle pour l'Argentine, que je connais pas trop, mais un petit peu. Et à Buenos Aires, c'est la même chose. Si tu te promènes pour le secteur qui s'est préparé pour le tourisme, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'en vas plus loin vers vraiment la vie, peut-être tu peux tomber dans des endroits où il y a de la violence. Je me rappelle, l'année passée, ça fait 2 ans, il y a un Canadien qui était à Buenos Aires, puis a pris une bicyclette, puis s'est promené par des endroits qui n'étaient pas touristiques.
Puis il y avait sa caméra, là, oui. Ouais, puis il a filmé quand il y a une personne qui est arrivée en moto, puis a commencé à pointer avec un gun. Puis c'est a dit, une vidéo virale là, qui nous décrit. Ouais. Puis lui, Moi, je suis un peu sceptique les avec Canadiens disaient amigo, 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 comme disant, Moi, j'évite toujours les circuits touristiques, même dans les pays où on dit toujours... Comme y a Cuba, où il n'y a pas de problème. Ça, puis j'ai jamais de problème. Si vous allez à Washington, par exemple, il y a des endroits où c'est vraiment délicat. Hein? C'est à l'extérieur de la promenade de Washington, c'est difficile. Si tu ne connais pas, peut-être tu peux tomber dans un endroit où il est dangereux. Cependant, je veux juste conclure que j'aurais dit ça il y a 20 ans du Mexique. Depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années plutôt, la situation a beaucoup changé au Mexique. Donc, effectivement, c'est un pays qui, si on reste dans les coins touristiques, on est correct. Si on sort, on risque un peu plus. Mais vous savez, moi, je ne veux pas prendre le point de vue d'une Mexicaine, là. Je vais aller vers le point de vue d'un Canadien. C'est d'ailleurs quelqu'un que vous allez interviewer. On va aller vers la vidéo numéro 2. J'avertis la tour de contrôle, vidéo numéro 2 et non la vidéo numéro 1. On a mis la poubelle. Commence en désordre. On commence complètement à l'envers. Attendez, je cherche. Oh, prenez le temps. Alors, vous aviez un invité, c'était il y a quelques jours ou quelques mois, un Canadien qui vit là-bas. Quelque temps, ou je dirais 1 mois et demi. Bon, c'est récent. Donc, c'est un chercheur canadien qui vit au Mexique. Il porte un regard inquiet sur le pays qu'il a reçu. Mathieu Lecœur est un spécialiste canadien de sciences cognitives. Il vit là-bas parce que sa femme est d'origine mexicaine. Et voici ce qu'il dit au sujet de cette nouvelle société d'adoption et de ses voisins, de ce qu'il pense par rapport à cette question de la sécurité. 3, 4, 2, 6, on est prêt. Une chose que je vois, c'est une grande préoccupation pour la sécurité. Mm-hmm. Et j'ai entendu des histoires comme j'en avais jamais entendu. Je connais directement des amis à moi, mon beau-frère, qui ont été attaqués qui ont été volés à main armée. D'autres, des étudiants. Un jour, j'ai une étudiante qui est arrivée en retard à l'examen, qui n'a pas pu prendre son examen parce que l'autobus qu'elle prenait pour venir à l'université a été attaqué. Ça, c'est quelque chose qui indique que le pays ne va pas bien. J'en sais un peu plus long aussi parce que mon beau-frère a un poste où il est très impliqué dans la vie quotidienne du centre historique de la ville de Mexico. Et il a vu des choses vraiment terribles, du trafic d'organes, du trafic de personnes. La situation est grave. C'est une espèce d'état étrange. Alors, cette question des soucis par rapport à la violence, à la sécurité au Mexique, ça rejaillit sur le Canada, hein, parce qu'on peut pas parler du Mexique tout seul dans son bain. Il y a aussi la notion du Canada. Après tout, c'est un des voisins lointains du Canada. Et il n'y a pas Pierre-Éliott Trudeau, non, Justin Trudeau, qui se trouvait il y a une dizaine de jours au Mexique pour rencontrer son homologue, où ils ont parlé beaucoup d'économie, mais pas du tout de la question des droits humains. Et ça a choqué beaucoup de gens, ça. Ça a choqué beaucoup de monde. Cependant, M. Trudeau a quand même mentionné devant le Sénat mexicain qu'il y avait une crise au niveau du respect des droits des femmes. Donc, il a fait un parallèle avec la problématique des droits de femmes au Canada et il a dit le Mexique, il y a du travail à faire, mais au-delà de ça, il n'y en a pas beaucoup qui a été mentionné. Il y a Pablo Gomez Barrios qui est avec nous de la section espagnole de Radio-Canada International. Hola, Pablo. Un de nos invités mystères. Vous connaissez bien, je pense, Paloma? On se connaît bien. Hay como que una conexión latina. Il y a une connexion latine ici aujourd'hui dans le studio. On pourrait le faire en espagnol. Ah oui, on peut switcher en espagnol, puis là, on va... Il n'y a pas de problème. Pablo, vous êtes intéressé à la visite d'une délégation mexicaine au Canada cette semaine, qui repart vendredi vers le Mexique. Il venait parler de cette question très délicate des droits
de la personne, mais aussi du sort des journalistes. Le quatrième pouvoir au Mexique. Quel est le problème exactement? Bon, le problème, il est grave, il faut le dire en partant. Et on va regarder l'article que Pablo a fait cette semaine pendant qu'il nous explique le dossier, la vidéo numéro 3. Donc, j'ai eu la chance de parler à une journaliste mexicaine qui faisait partie de cette délégation-là. Elle fait partie d'un groupe de journalistes mexicains qui s'appelle Journalistes à pied. Les journalistes à pied. Journalistes à pied. Donc, c'est un organisme au Mexique qui sont vraiment là très concernés par toute cette violation des droits humains au Mexique. Elle, Daniela Pastrana, qui faisait partie de ce groupe-là, elle nous disait que depuis l'an 2000, il y a eu environ 110 journalistes qui ont été assassinés et 24 ont été disparus. Donc, c'est une situation qui tous les défenseurs des droits humains estiment qui est très difficile. Et leur présence ici, c'était justement pour consciencier, si on veut faire prendre conscience aux parlementaires et aux politiciens canadiens sur la situation des droits humains au Mexique, en particulier avec les journalistes. Puis on pense que dans le cadre des négociations de l'ALENA, c'est important de mettre le phare plein feu sur ce problème de l'assassinat des journalistes. On dit que c'est une occasion, là, ici, de sensibiliser, d'aller plus loin dans la sensibilisation et demander l'aide du Canada, quelque part. Mais oui, enfin, c'est que le premier ministre Justin Trudeau était il n'y a pas longtemps au Mexique dans le cadre justement de cette négociation de l'échange du traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA en français. Et puis, eux, ils se disent que le Canada se préoccupe vraiment beaucoup plus pour les accords commerciaux et très peu pour le respect des droits humains. C'est juste pour te donner quelques chiffres. On dit qu'au Mexique, le Mexique est maintenant le deuxième pays qui a le plus de victimes en termes de conflits. Oui. Et puis, avec 23 000 personnes assassinées en 2016 seulement. Wow. Et puis, plus de 180 000 personnes qui sont décédées depuis 2006. Donc, c'est une situation qui est très grave. Et puis, eux, ils dénoncent cette situation-là, puis demandent au Canada, justement, de faire quelque chose. Et non seulement, ils disent que le Canada a beaucoup fait pour aider les victimes des tremblements de terre qu'il y a eu au Mexique dernièrement, oui, mais qui fait très peu pour le respect des droits humains au Mexique. En tout cas, le premier ministre s'est rendu en Chine aussi, puis à l'exception d'un discours, il n'a pas beaucoup parlé de cette question publiquement des droits de la personne. Lorsqu'il était en Chine, on dirait qu'on fait le commerce avant tout, et on reprend donc un vieux thème du Parti conservateur, les conservateurs qui étaient là avant eux, bien sûr. La diplomatie, c'est le commerce, pour résumer un peu l'action. Allez-y. Un autre des membres de la délégation mexicaine qui était ici au Mexique, Santiago Aguirre, qui est directeur adjoint du Centre pour les droits de la personne, Miguel Agustín Pro Juárez, au Mexique, qui était dans une conférence de presse ici à Ottawa, il y a dit un nombre ahurissant d'atrocités sont commises en toute impunité. Au Mexique, il n'y a pas d'enquête et encore moins de justice. Il a aussi ajouté, nous avons apprécié la réunion avec le premier ministre canadien pour discuter de ce cas, mais l'appui du Canada doit être plus important encore. Donc, c'est ça. C'est le message qu'ils ont amené ici au Canada. Pablo? Oui, j'aimerais ajouter un autre des personnes qui faisait partie de cette délégation-là. S'appelle Gustavo Lozano, qui est membre d'un réseau mexicain des communautés affectées par l'exploitation des mines au Mexique. Oui. Et puis, eux, ils disent qu'ils sont vraiment troublés par le silence du Canada par rapport à la destruction que ces compagnies minières-là font au Mexique et par la violation des droits humains dans ces régions-là. Donc, il y a particulier par les compagnies minières dans certains États mexicains. Les compagnies minières canadiennes
sont les plus grandes, celles qui investissent le plus dans le monde. On est numéro 1 à ce chapitre-là dans le monde, par des sociétés à numéro très souvent. Je voudrais vraiment entendre le point de vue des Canadiens maintenant. Exactement, parce que cette délégation a été amenée ici au Canada par le Conseil canadien pour la coopération internationale. Donc, Isabelle Bourassa, avec qui j'ai eu la chance de parler, dit que le Canada doit établir des balises claires concernant la présence des minières canadiennes à l'étranger, particulièrement dans ce cas au Mexique. Donc, c'était très intéressant d'avoir cette conversation avec elle. Bien, ce sera encore plus intéressant d'entendre cette conversation que vous avez eue. Et voici donc notre vidéo du jour, la vidéo numéro 4. C'est certain que ça a été un moment très important et les représentants des organismes de la société civile mexicains ont beaucoup apprécié le fait de pouvoir se réunir avec le premier ministre canadien. C'est un message que le premier ministre lançait, que la question des droits humains est importante pour le Canada. Par contre, le message assez unanime que nos représentants ici ont lancé, c'est que le Canada doit faire plus pour répondre à cette crise des droits humains et doit faire pression sur le gouvernement mexicain. On sait que le Canada a des accords, l'accord de l'ALENA, entre autres, et beaucoup de liens. D'abord, il y a une chose très concrète que le gouvernement pourrait faire, c'est se doter d'un ombudsman indépendant pour le secteur extractif. De cette façon-là, il y aurait des mécanismes d'enquête, il y aurait des mesures législatives qui pourraient faire en sorte que les compagnies minières canadiennes qui ont des comportements en violation des droits humains à l'étranger, dont au Mexique, seraient réprimandées, seraient punies. Il y aurait des recours légaux contre ces compagnies-là. Et l'ombudsman serait en mesure de faire enquête pour déterminer qu'est-ce qui se passe actuellement. Le Canada n'a que des mécanismes volontaires pour les entreprises minières. Il y a un commissaire à la responsabilité corporative qui est là, mais qui n'a pas de moyens financiers, qui n'a pas de moyens légaux pour s'assurer qu'il y ait des mesures qui soient prises. Donc, nous, la société civile canadienne, on est unanime. On dit, bon, le Canada pourrait prendre cette mesure concrète-là. De plus, dans tout ce qui est diplomatie bilatérale entre le Canada et le Mexique, le Canada pourrait faire davantage pression, avoir des mécanismes de surveillance de ce qui se passe au Mexique, et à travers tous les mécanismes de diplomatie entre les deux États, il pourrait y avoir davantage de pression de la part du Canada. Alors, c'est pas tout. On a de la visite. Deuxième invité mystère qui s'est glissé un peu comme le jambon dans la sandwich. Eh oui, je suis le jambon. Oui, gros jambon. Anne-Marie Yvon, bonjour. Bonjour Stéphane. Je ne sais pas si je devrais vous saluer après une telle insulte. Toujours. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Mais c'est avec de l'amour. Oui. Ah, vous êtes notre souffre-douleur officielle. Non, mais sérieusement, Anne-Marie, oui. Vous êtes là parce que vous avez ajouté à la conversation dans un instant, vous avez fait des reportages. Vous êtes beaucoup intéressé au Mexique à travers... Je me promène entre deux micros. Ben, c'est bien. C'est bien pour elle, mais c'est pas bien pour elle, hein, pour le technicien. Désolée, Chantal. Mais puisqu'on est tous réunis, vous êtes 5, c'est merveilleux. On n'a jamais eu ce nombre, 3 micros et 5 personnes. J'ai une petite question, la question remue-ménage numéro 2 de l'émission. Ah oui, moi j'arrive pour la question remue-ménage. Et le reste, et le dessert, bien sûr. D'accord? Alors, vrai ou faux? C'est une question vrai ou faux, là. 50% de chance de l'avoir, c'est facile. Là. C'est facile. On a déjà 50% là, Dès le de départ. chance de l'avoir. C'est bien. Si les examens de l'école étaient comme ça, hein? Vrai ou faux? Au moment de la signature de l'ALENA, Oui. en 1988, il y avait 4 pays signataires. 4 pays signataires au moment de la signature. Pensez que c'est faux, vous? Moi, je pense que c'est faux. Il y avait juste 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. D'accord. Marie-Claude? Vrai. Vrai! Ah! C'est quel le pays? Ah, la France. Parlez plus fort pour qu'on vous entende. Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon! Dans le Golfe Saint-Laurent. Petit territoire français, peut-être. Paloma? Je dirais faux. Faux? Faux. OK. Et vous, Leonardo?
Vrai. Vrai. Seulement pour faire la contre Contre aux toi, Latinos, là. Ouais, ouais. Alors, nos Moi aussi, webmasters je dirais disent- vrai. Vous aussi. Je vais vrai. dire le Belize. Belize. Petit pays comme ça du nord de Dans l'Amérique. l'ALENA, c'est le traité Nord-américain, nord-américain. c'est Ouais. difficile. Ouais. C'est difficile de glisser plus que 3 pays. C'est vrai que la France, dans Aurait ce- pu, ouais, avec c'est ça, ça. ouais. C'est Une vrai. réponse Ça me dirait intelligente, nickel. peut-être fausse, mais. Ouais. Mais vous avez raison, il y a 4 pays en Amérique du Nord. Enfin, la France a un petit bout de présence ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les faits, il n'y avait que 2 pays, pas 3. Attendez, pas 4. Pas 4 non plus. Juste 2. Juste 2. Est-ce que vous êtes confus? C'est très facile. C'était le Canada et les États-Unis qui ont d'abord signé une entente. Ensuite, ils ont élargi ça et c'est le Mexique qui s'est joint à la fête. D'accord? Et voilà, En c'était les- 1994. 1994. Au départ, c'était les allées, c'est États-Unis et le Canada. Mais ça, c'est un traité qui ont négocié, un traité bilatéral entre ces deux pays-là. C'est un traité Mais français. ensuite, quand Allez. on décide d'intégrer le Mexique là-dedans, c'est là qu'il devient l'ALENA. Oui. Mais c'était pensé comme ça, trilatéral. Je ne peux pas m'empêcher de rire. C'est comme si le professeur et les élèves sont complètement indisciplinés. Mais on a bien compris la leçon, là. La réponse, c'est faux. Et c'était 2 pays et puis 3. L'ALENA. Comment on dit en espagnol, l'ALENA? Telcan. TLC. T-L-C-A-N. Telcan. Telcan. C'est joli, ça. C'est comme traité de De libre commerce de l'Amérique du Nord. Ah, bon. Télécan, c'est ça le Puis, cycle. si on avait juste un accord, seulement, je vais quand même parler français, là. Si on avait seulement un accord avec le Canada et le Mexique, ça s'appellerait comment? En espagnol? Oui, le traité de l'amitié, peut-être en français, mais ensuite. Traité de... De los dos amigos. Ça serait bon. Canado-mexicain. Ça Traité serait bon. Canada. Il y a les 3 amis, là maintenant, ça serait des 2 amis. Exact. Mais exact. en fait, Técamé. clarification, Oui. est-ce que le Mexique est considéré en Amérique du Nord ou Oui. en Amérique Et centrale? en Amérique du Nord. C'est pas. Géographiquement parlant, Oui, il est en voilà. Amérique du Nord. Oui. À partir de la moitié du territoire, d'ailleurs. Le sud du Mexique fait partie de l'Amérique centrale, Oui. géographiquement parlant, Oui. puis le nord, à partir de la ville de Mexico, vers le nord, ça fait partie de l'Amérique du Nord en termes géographiques. Officiellement, Oui. là. Ouais. C'est officiellement, Oui, le oui. Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. On en apprend des choses aujourd'hui. Moi qui connaissais que les plages du Mexique en commençant cette émission. Ah, ben, Hein, je ne suis pas le seul non plus. Et en oui. fait, les Canadiens devraient connaître plus que les plages, parce que quand on connaît, c'est ça, le contexte politique, social au Mexique, c'est très important, nous, en tant que Canadiens, lorsqu'on se rend au Mexique, Oui. de comprendre l'autre réalité, celle que l'on ne voit jamais, qu'on ne veut peut-être même pas voir. En Hein? fait, il faut aussi mentionner, Stéphane et Anne-Marie, que le Mexique, autour de la signature du traité de libre-échange, en fait de l'accord de libre-échange, il y a eu beaucoup de critiques de la part des gens de la société civile mexicaine, des politiciens au Mexique. Il semblait être un traité, un accord inégal et inéquitable. Donc, parce que le Mexique est une économie forte, certes, mais il est une économie qui est différente à celle du Canada et celle des États-Unis. Et l'agriculture, particulièrement le secteur agricole mexicain, a eu de grands problèmes et continue d'avoir de grands problèmes parce que ce n'est pas une industrie, enfin, ce n'est pas une industrie tout court. Il n'y a pas d'industrialisation de l'agriculture au Mexique. C'est fait par des petites familles qui font ça de la façon la plus traditionnelle. Et dernièrement, oui, dans le nord du Mexique, il y a un peu plus d'industrialisation du secteur agroalimentaire, mais au début de l'échange, du traité, c'était vraiment différent. La façon de fonctionner, les industries étaient complètement inégales. En fait, le Mexique est perdant dans cette partie-là de l'agroalimentaire parce que l'agroalimentaire est subventionné au Canada et aux États-Unis, alors qu'au Mexique, ça ne l'est pas. C'est quoi le résultat de ça? C'est que maintenant, des produits comme les maïs et comme les fèves, qui sont des produits de première nécessité au Mexique, et les producteurs mexicains qui produisaient ces denrées-là auparavant se trouvent à faire la compétition avec du maïs et des fèves subventionnés de l'Amérique du Nord. Alors, mettez-vous à la place
de paysans, des gens, des Mexicains qui ont des bas revenus, qui arrivent au marché et là, on a du maïs qui vient des États-Unis ou du Canada à un prix X et puis les maïs et les fèves mexicaines qui sont plus chers. Donc, parce qu'ils ne sont pas subventionnés. Alors, ils vont acheter les produits les moins chers. Très bien, mais est-ce que je pense que jamais on s'est posé ces questions. Moi, en tout cas, jamais je me suis posé. Est-ce que les Mexicains veulent quand même cet accord de l'ALENA ou ils veulent renégocier quelque chose qui serait plus en leur faveur? Parce que c'est ce que les Américains demandent. On ne peut pas répondre à cette question parce que c'est un peu vague au niveau de la réponse gouvernementale en ce moment. Ce qu'on sait, c'est que le Mexique se prépare pour une éventuelle rupture complète de cet accord, un abandon absolu de cet accord. Le président mexicain était dernièrement en Chine. Il a discuté des échanges possibles, des exportations, des importations. Il est allé aussi en Argentine. Il a établi des liens plus forts avec certains pays de l'Amérique latine. Donc, le Mexique se prépare à un abandon, au divorce avec les États-Unis et le Canada. Et le Canada, probablement qu'il y aura, comme vous disiez tout à l'heure, un accord bilatéral. La relation canado-mexicaine existe depuis très longtemps, une relation diplomatique, une relation commerciale. Donc, ce n'est pas nouveau pour le Canada et le Mexique de faire quelque chose de conjoint ensemble. Comment on dit mariage en espagnol? Matrimonio. Oh, c'est beau. Matrimonio, mais cette relation-là, Canada-Mexique, qui s'est trouvée renforcée d'une certaine façon après la révolution cubaine en 1959, parce que le Canada et le Mexique furent les seuls pays de la planète qui ont pas rompu des relations diplomatiques avec Cuba. Donc, il y avait déjà, disons, cette complicité, si on peut dire là comme ça. Là, oui. Écoutez, on pourrait poursuivre. Oui. On devrait poursuivre, mais je vais faire un tour de table. On va venir maintenant aux États-Unis et après ça, on va retourner au Mexique une dernière fois, d'accord, avec un compatriote. Même peut-être deux, si on a le temps, on va voir, avec la tour de contrôle ici présente. Ah bon? Leonardo, répondez à notre question Tam-Tam cette semaine. Quelles seraient, selon vous, les conséquences en Amérique du Nord d'un mur au Mexique à la Donald Trump? Ou est-ce un mur à la Donald Trump aux États-Unis? Je ne sais pas, où on va le mettre, le mur? Est-ce qu'on va le mettre plus du côté américain? Le mur était déjà là. Il est déjà là? Il est déjà là. Tous les jours, on le construit un petit peu plus long. Oui, en fait, il était déjà là dans l'époque Obama aussi. C'était pas si grand que ceux qui veulent notre Monsieur Trump. Pas si long, c'est ça? Pas si long. Okay. Mais quand même, il est là. Mais ça change pas beaucoup. En fait, ça va changer des choses frontalières là, proche de la frontière. Puis ça va empêcher les gens qui veulent rentrer illégalement au pays. On ne sait pas, on trouve toujours les moyens. Oui. Anne-Marie, est-ce que ça va changer quelque chose, un mur entre ces deux nations? Hélas, non. Je crois que ça ne changera rien non plus. Les États-Unis sont très intransigeants. Ils ont déjà des lois et des politiques qui désavantagent les Mexicains de l'autre côté. Alors déjà, au départ, même sans le mur, c'est difficile, mais le mur, je pense, n'y changera pas grand-chose. Marie-Claude, vous y croyez au mur? Croire au mur? Oui. Ben, je crois que Moi, je crois aux fenêtres. Je crois que de toute façon, une frontière est un mur. OK. Alors, dès le départ. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attention médiatique sur cette espèce de déclaration de M. Trump, mais ça nous empêche peut-être de vraiment s'asseoir puis vraiment réfléchir aux vrais problèmes, parce que Très bien. Je pense, voilà. Alors, on va couper court à cette conversation. Non, mais moi, j'ai quelque chose à dire. Je crois qu'il y a quelque chose qui va changer. Depuis que ce mur a commencé à être construit, parce que la construction du mur date de quelques années déjà. Plusieurs années. Exactement. Déjà 2006-2007. Depuis que ça a été construit, les morts, les migrants qui essayent de traverser la frontière puis qui se confrontent à de plus en plus d'obstacles et qui prennent les plus petits chemins, les chemins les plus cachés, mettent leur vie en risque. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de décès liés à ce transit migratoire. Donc, ça va changer ça, parce que les manières de traverser vont être toujours plus difficiles et dangereuses. Dangereuses. Oui. On traverse des desserts géants, on se perd dans le dessert.
Vous savez que, bon, ça, c'est évidemment, c'est un problème entre humains, hein, au fond, des guerres entre nations. Mais j'aimerais vous amener vers un sujet qui intéresse beaucoup Anne-Marie Yvon. Ah bon? Elle en a parlé à au moins peut-être 2 reprises, peut-être 3 reprises, depuis 3 ans. Et on pourrait dire que c'est quelque chose qui peut changer le monde. On parle d'un voyageur qui se promène entre le Canada et le Mexique chaque année. On parle d'une migration. Ah oui, moi, Oh, les papillons monarques. Oui. Quelle belle transition! J'aime ça. Parce que les ailes des papillons peuvent tout changer. Ils passent par-dessus tous les murs qui peuvent exister. À propos des murs, j'avais juste une information que je voulais vous donner. Vous savez, il y a pas juste des murs là actuellement entre le Canada et entre le Mexique et les États-Unis. Il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Et il y en a tellement que si l'on mettait bout à bout tous ces murs, on ferait le tour de la planète. Oui, on pourrait s'emmurer tous. Même à travers les Terrible, océans, hein? il y aurait des murs. Oui, il y a suffisamment de briques partout à travers le monde, en tout cas déjà de murs existants. C'est bon pour les collectionneurs. Bout à bout, ceux qui veulent collectionner des briques du mur de terrible. Berlin. Oui. Mais en fait, s'il y avait vraiment de murs dans les océans, ça serait bien parce que ça va retenir les ouragans. C'est les barrières des coraux qui servent d'une certaine façon des premières barrières quand les ouragans arrivent. Et les poissons? On va les protéger. Mais non, mais ils seraient coincés, les poissons, ils ne peuvent plus voyager librement. Les papillons, les poissons, je vous dis que... Ils sautent. Hein? Ah oui, les poissons volants. Pour les poissons, on ferait des petits tunnels. Bon, vous êtes prêts pour les choses sérieuses? Oui. Le retour des papillons monarques qu'on croyait disparaître, mais il semblerait que les signes maintenant, c'est qu'il y a une renaissance. On sent le renouveau. On renaît de ses cendres du côté des papillons monarques et on a réalisé cette entrevue avec une spécialiste au Jardin botanique de Montréal. On va se quitter là-dessus. Lorsqu'il est distribué sur l'ensemble de l'Amérique du Nord à l'est des Rocheuses, qui est la population qui est la plus importante, eh bien, c'est à peu près impossible de pouvoir évaluer sa taille. Mais lorsqu'il se retrouve sur quelques sommets de montagne au Mexique, c'est l'excellent moment de venir et d'évaluer l'ampleur de la population. Et c'est ce qui se fait à chaque année par nos collègues mexicains. Et les chiffres viennent tout juste de sortir pour cette année. Et on a une excellente nouvelle, on est très content. La population qui était extrêmement préoccupante a bondi. Nous étions l'année dernière à 1,13 hectares de superficie couverte par les monarques. L'année d'avant, c'était la population la plus faible. On n'était même pas à 1 hectare, on était à 0,67 hectares de superficie couverte par les monarques. Donc, on était vraiment très, très inquiets. Et cette année, nous avons atteint le beau chiffre de 4,1 hectares. Alors, le papillon monarque, c'est un insecte qui est vraiment fascinant. C'est un pollinisateur important, mais c'est aussi un emblème pour tous les autres pollinisateurs, puisque ce qui touche le monarque touche également les autres qui sont moins connus, qui sont moins des figures emblématiques. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est tout. C'est tout. La semaine prochaine, je pourrais jouer, devinez quoi, au sujet de la semaine prochaine. C'est déjà fixé. On a déjà 2 invités sur Skype, des spécialistes. L'Halloween. Ben, ça aurait été magnifique. Ben hein? oui, on est tellement proches. 23 Non, et mais 30. on pourrait venir déguiser, par exemple. Oui. Ah! Surtout l'animateur. Ben moi, j'ai pensé à être en petite chinoise. C'est la dernière fois que je me suis déguisé, j'avais 10 ans. J'étais habillé en petite chinoise. Je suis pas allé très loin. J'avais été un peu gêné de... Là, tu vas être le papa de la petite chinoise. Mon Donc, père c'est n'était pas rien tellement suite. fier de moi, je peux dire ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bon. Écoutez, la semaine prochaine, c'est le développement économique international. Non. C'est l'aide du Canada en Afrique. Pas partout autour de la planète, ce serait trop gros. Mais en Afrique, et c'est beaucoup plus réduit depuis quelques années, même sous un gouvernement qui se dit libéral. Voilà, c'est mon commentaire de la semaine. Paloma Martinez, merci beaucoup. Merci à vous. Pablo, merci infiniment d'être venu comme un de nos invités mystères cette semaine. Merci de m'avoir invité. Pablo Gomez. Et puis Marie-Claude Simard, notre webmestre. Vous ne touchez à rien, tout va bien. Oui, c'est ça. Pardon,
Ça vient du cœur. Leonardo Gimeno, à la semaine prochaine. C'est moi qui ai touché, puis ça n'a pas allé bien dans les premières minutes. La prochaine fois, J'ai c'est tout raté. Faut jamais avouer ses fautes. En général, là, quand votre patron vous dit vous faites une erreur, il faudrait l'avouer. Non. Faute avouée est à moitié pardonnée vrai. quand même. Ben oui. Qu'on dit. Oui. Voilà. À moitié pardonnée. Anne-Marie Yvon, on va suivre votre conseil pendant au moins une semaine, voir ce qui se produit d'ici là. Exact. Bonne semaine. Bye bye. Bye. Adios.